Alors, je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux d'être présent à cette table. Je vais jouer une sorte de rôle ambigu, double rôle, puisque je vais intervenir un peu dans cette table, mais surtout être aussi modérer cette table ronde, qui au fond a pour objectif, à partir de l'exemple basque, d'aller voir ailleurs comment les choses se sont faites, et peut-être et surtout d'aller voir ailleurs, après bien des années, dans des processus déjà engagés, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés ces processus et éventuellement quels apports ces difficultés peuvent donner dans la conduite du processus au Pays Basque. Alors je veux dire aussi en manière introductive que je suis très heureux d'être présent, presque très ému parce que je me souviens évidemment d'Ayété. Je me souviens également du forum qui avait été organisé avec Anaïs à la faculté de droit à Bayonne un an après, qui avait été une étape importante. Et puis je ne peux pas m'empêcher, j'imagine que vous l'avez déjà fait, mais de penser, puisqu'on a beaucoup parlé de la justice transitionnelle, à un acteur particulier qui nous avait accompagnés, qui n'est plus là aujourd'hui, c'est Louis Joinet. Et je suis très honoré d'en parler parce que le centre que je dirige porte le nom d'Institut Louis Joinet. Et la référence que vous avez faite à la justice transitionnelle nous ramène nécessairement à la pensée de Louis et à tout ce qu'il a pu amener à ce pays en général et à la justice transitionnelle. Alors, peut-être pour faire une rapide introduction, au fond, la question qu'on va essayer de se poser dans cette table ronde, c'est de voir comment on va construire un processus de paix dans le temps et voir comment les processus peuvent rencontrer des difficultés. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le prisme de la justice transitionnelle est intéressant parce qu'on voit bien aujourd'hui que dans le monde, tous les processus ou la grande partie des processus commencent à utiliser les mêmes instruments. On trouve des commissions vérité de manière récurrente, on trouve des méthodes de jugement du passé de manière récurrente, et ça ne marche pas partout. Ça ne marche pas partout, et je dirais, les processus de paix et la justice transitionnelle ne sont certainement pas des sciences exactes. Au contraire, ce sont des instruments un peu fragiles, et c'est bien de réfléchir à leur fragilité et éventuellement ce qui les fait avancer. Alors, pour parler du processus de paix au Pays Basque, j'avais imaginé peut-être en parler sous la forme d'une révolution. Alors, je me suis senti conforté par Jean-Jacques Lasserre qui a parlé de révolution culturelle à propos de ce système. Alors, je n'irai pas jusqu'au maoïsme, mais j'irai quand même de dire que le processus qui s'est enclenché à Ayété, et Ayété par rapport au processus, me paraît incarner peut-être trois fonctions révolutionnaires, en tout cas trois symboliques révolutionnaires. La première, c'est incontestablement une révolution dans le conflit au Pays Basque. Révolution dans le conflit au Pays Basque parce que ça marque tout simplement un point d'inflexion. La violence, notamment utilisée par ETA, s'arrête. Et on ne se pose pas la question. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand on était à l'époque d'Ayété, c'est que pratiquement immédiatement, Ayété a lieu, puis la déclaration d'État vient quelques jours après, tout le monde acte le fait que la violence de ce côté-là s'est terminée et personne ne la remet en cause. Et c'est important de le noter parce que si on se souvient des processus précédents, des tentatives précédentes, que ce soit celle d'Alger, celle de Lissara-Garassi ou celle de Loyola, la question récurrente c'était quand est-ce que la trêve va être rompue? C'est une question qui ne se pose plus et en elle-même c'est important parce que ça conforte en quelque sorte un élément de crédibilité au processus. Et moi, je me souviens, René Tchegaray l'avait évoqué tout à l'heure, Jacques Lasserre l'a fait aussi, quand on a réfléchi à la possibilité de créer une institution pour représenter le Pays Basque. On a beaucoup dialogué. Et le fait que Ayété ait eu lieu, le fait que, au fond, cette décision semble été acceptée par tout le monde et considérée par tout le monde comme crédible, a été un facteur extrêmement important de construction. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler. Ayété, c'est vraiment une crédibilisation de l'idée que les choses ont changé. Ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution, c'est peut-être une révolution méthodologique, en tout cas une révolution dans le processus de résolution. Parce qu'Ayété, c'est une manière particulière de faire la paix. C'est une manière particulière de faire la paix, là encore novatrice. D'abord, c'est la première fois qu'on admet une certification internationale dans le processus de paix au Pays Basque. Souvenons-nous encore, Alger, Loyola, le gouvernement espagnol a tout fait pour qu'on ne reconnaisse pas la présence de médiateurs ou d'intervenants étrangers. Il s'impose à Ayété. Il s'impose grâce d'abord au groupe de contact, grâce à l'action de Brian Curran et de ses collègues. Il s'impose par la présence de Kofi Annan. Bref, la paix trouve une forme de certification internationale qui là aussi change les choses. Et c'est une rupture méthodologique par rapport aux tentatives précédentes, parce qu'on sait bien
que les processus de paix se construisent aussi par une légitimation des médiateurs qui vont les accompagner. Et puis évidemment, et on l'a dit beaucoup ici, Hayete, c'est le symbole d'un processus qu'on qualifie globalement d'unilatéral. On ne négocie pas, contrairement à Loyola, contrairement à un peu l'Issara Garassi de manière limitée et contrairement à Alger, on ne cherche pas l'accord avec les Espagnols, on impose une décision, on impose un mécanisme. Alors évidemment, les Espagnols ont laissé faire, mais il n'y a pas cette idée de construction négociée. Et ce processus unilatéral, il est particulièrement intéressant parce que, je dirais, cette unilatéralité-là, ce n'est pas une unilatéralité d'exclusion, c'est une unilatéralité de construction. On fait comme ça parce que peut-être qu'il n'a pas été possible de faire autrement. Et d'ailleurs, dans la réflexion qu'on doit avoir sur Hayete, et on sait bien, et on va en parler tout à l'heure, qu'aujourd'hui, on se demande si est-ce que ça a été la bonne méthode, peut-être que la vraie question était de savoir est-ce qu'il y en avait une autre. Je ne suis pas sûr, compte tenu du rapport de force qui existait à cette époque-là, compte tenu de l'échec de la négociation de Loyola, qu'il y ait eu un autre moyen et que finalement Hayete, ça a été aussi le moyen qui restait pour imposer une paix, là où, au fond, toutes les conditions semblaient l'avoir déconstruite. Donc, c'est une unilatéralité de construction. C'est une unilatéralité aussi, paradoxalement, d'association, d'inclusion, d'association avec tous ceux qui veulent bien y participer. Et on n'a jamais vu un processus unilatéral aussi désireux de construire l'inclusion. L'inclusion des politiques qui veuillent bien venir, l'inclusion de la société civile, l'inclusion, on le disait tout à l'heure, des syndicats, l'inclusion des participants. Et de ce point de vue-là, je crois que Hayete a vraiment été novateur dans la manière de faire la paix, dans la manière de construire la paix. Et certainement aujourd'hui, et je le sais parce que il se trouve que notre institut est associé à des processus en cours ou en construction dans d'autres régions du monde, l'exemple de ce qui s'est passé au Pays Basque est souvent mis en avant comme étant une méthode alternative de résolution des conflits quand on n'arrive pas à négocier. Et peut-être même on se pose la question de savoir si cette méthode qui a été choisie, peut-être parce qu'il n'y en avait pas complètement d'autres, se révèle peut-être plus efficace que d'autres qu'on aurait pu éventuellement vouloir choisir. Donc c'est un mécanisme révolutionnaire également dans sa construction. Mais, et c'est le troisième point que je voudrais rapidement évoquer, c'est malheureusement encore une révolution inachevée. Inachevée pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tout n'a pas été construit, tout n'a pas été atteint. On a évoqué tout à l'heure les 5 engagements, les 5 points adoptés dans la résolution d'Ayete. Ça nous permet de vérifier que tout n'a pas été fait. Tout n'a pas été fait, et là encore, on revient à ce que disait Louis Joinet, à ces 4 piliers, la vérité, difficile, la justice, très difficile, la réparation, et encore la non-répétition. On voit bien que le chantier reste énorme. Et de ce point de vue-là, je crois que ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, 10 ans après, c'est de se poser la question d'Ayete non pas comme un événement, mais d'abord comme un processus, comme une durée. Au fond, Hayete, c'est l'ouverture d'un temps, c'est l'ouverture d'un déroulement, et on sait bien que le processus, il va rencontrer, après l'organisation, 3 difficultés. 3 difficultés que tous les processus de paix dans le monde rencontrent, 3 difficultés, je dirais, que tous les mécanismes de justice transitionnelle, on a beaucoup mobilisé la justice transitionnelle ce matin, mais après tout, elle est aussi une conséquence des processus, tous les mécanismes de justice transitionnelle rencontrent. Il y a 3 types d'obstacles. Le premier obstacle, c'est l'attitude du pouvoir. Il ne peut pas y avoir de processus qui se mettent complètement en place si le pouvoir n'y participe pas, si le pouvoir ne s'y implique pas. La question des prisonniers, de ce point de vue-là, est extrêmement classique. Dans la logique, la libération, le rapprochement puis la libération des prisonniers, c'est toujours le premier point de l'accord. Et on considère qu'il faut aller plus loin. Fameuse paix positive, paix négative, qu'on évoquait tout à l'heure. Sauf que ici, le problème, c'est que pour libérer les prisonniers, pour rapprocher les prisonniers, il faut que les États s'y impliquent. Et je dirais, les États ici vont garder un pouvoir de nuisance. Donc, la première question qui va se poser, c'est comment les États vont-ils participer à ce processus et éventuellement, comment, sinon contraindre, mais inciter, entraîner les États à pouvoir participer à ce processus-là. Et ça, c'est une vraie difficulté. L'État reste peut-être, sinon le principal danger, mais un danger potentiel, systématique pour le processus de paix. L'État, les politiques en place au moment du processus, mais les politiques qui vont venir après, qui vont prendre le pouvoir après, qui vont exercer des responsabilités après, au fond, ils se voient eux-mêmes transmis une responsabilité. Donc ça, c'est la première difficulté. Hayete illustre bien cette difficulté. Deuxième difficulté, pour qu'un accord de paix soit crédible, pour qu'un accord de paix soit
mis en place. Encore faut-il qu'il soit accepté par une grande majorité de la société dans laquelle il est prétendu s'appliquer, accepté ou en tout cas pas rejeté. Et il y a plusieurs strates d'acceptation. Il y a la possibilité d'abord de le faire accepter par les personnes, on va dire, directement intéressées. Ceux qui ont été en contact avec le processus. Et on sait bien que c'est compliqué. Parce que très souvent, dans le premier cercle, cette première périphérie d'acteurs autour du processus, certains considèrent que ça va trop loin, que le processus donne trop de choses ou trop d'avantages à des gens qu'on pouvait maintenir en prison. Et puis il y en a qui considèrent, y compris dans ceux qui pourraient être intéressés par le processus, que ça ne va pas assez loin. On sait très bien que tout processus de paix fabrique des frustrations, y compris dans ceux qui seraient censés le soutenir, dans ceux qui considèrent que peut-être les prisonniers ne rentrent pas assez vite, ou qu'on a peut-être trop fait de concessions. Et ça, c'est la première difficulté. Essayer de convaincre les gens, l'environnement immédiat du processus, de ne pas s'y opposer et parfois d'y participer. La deuxième difficulté, c'est de toucher à la société civile tout entière, c'est-à-dire à ce que Jean-René Etchegaray appelait ce regard parisien très distancié qui, au fond, considère que ça n'existe plus et qu'en tout cas, ce n'est pas un sujet important. Il me semble, moi, qu'une des difficultés que rencontrent les processus, parfois le processus d'AIT en particulier, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence de grande partie de la population en France, en Espagne et peut-être même au Pays Basque. Je ne suis pas certain, puisque je peux en parler, puisque je devrais être avec eux ce matin et que j'ai déplacé mon cours pour être avec vous, que les étudiants de première année de la faculté de droit aient une conscience bien forte de ce qu'est le processus de paix, de ce qu'a été la violence. Pour tout dire, je pense qu'il y a une forme d'indifférence qui peut être un obstacle au processus. Donc, deuxième obstacle, la capacité d'indifférence ou de résistance, ou plutôt de résistance ou d'indifférence de la société civile. Il faut conquérir des espaces. Troisième obstacle, le temps qui passe. Un processus de paix est nécessairement déstabilisé par le temps qui passe, parce que le temps qui passe va voir apparaître de nouvelles thématiques qui vont soit rendre plus complexe le processus de paix, soit complètement l'écarter. Rapidement des exemples. Que pèse le processus de paix face au Covid? Quelles ont été les ambitions, les tensions, les questions de la société française ou de la société espagnole dans les 2 dernières années? Le confinement. Que pèse le processus de paix après la crise en Catalogne? Comment imaginer un gouvernement espagnol serein vis-à-vis d'une négociation éventuelle ou d'une reconnaissance éventuelle de la question basque quand un processus non violent démocratique aboutit à de tels résultats? Il ne faut pas oublier, et là on a beaucoup évoqué la semaine dernière, tout à l'heure dans la table précédente, on dit il faut s'intéresser aux racines du processus. Mais les racines du processus, elles vont loin. Elles vont jusqu'au franquisme, non pas parce que l'État espagnol est aujourd'hui un État de type franquiste, mais parce que le franquisme et la transition démocratique renvoient à la question de la mémoire. Et la question de la mémoire, elle impacte directement la question du processus. Parce que si on doit rendre justice à tout ce qui s'est passé dans le processus, y compris à ce qui se passe avant 1975, il faut se poser la question de la réhabilitation de certains combattants antifranquistes ou la condamnation de certains policiers franquistes, certes tués par ETA, mais qui étaient des collaborateurs du franquisme. Donc on voit bien qu'il y a au fond un ancrage sociologique, historique et politique qui rend cette question extrêmement complexe. Donc le temps qui passe, la crise catalane, elle rend plus compliquée la résolution du Pays Basque. Et puis Anaïs l'a dit, le procès du Bataclan, le procès de Charlie Hebdo, l'évolution du regard des sociétés sur la lutte armée. Mais la lutte armée, ça n'existe plus. Les guérilleros, ils n'existent plus dans la conscience collective. Ce qui existe, c'est le terrorisme. Et cette vision presque inconsciente de la plupart des acteurs sur une mutation, elle rend compliqué. Jean-René évoquait tout à l'heure la difficulté qu'il a eue et qu'on a eu ensemble, puisqu'on a été amenés à témoigner ensemble devant des magistrats pour expliquer le processus de paix. Mais la sensation de parler un langage qui n'était pas compris, la sensation au fond d'une espèce de décalage culturel fondamental, c'est un obstacle. Je suis bien persuadé que le magistrat que nous avions en face de nous n'avait rien contre le processus de paix au Pays Basque. Ça lui paraissait juste inconcevable, inimaginable. Comme une sorte de legs de l'histoire dont on pouvait éventuellement trouver une réminiscence avec la violence de Daesh ou d'Al-Qaïda. Et donc tout ça fait que
le processus, les processus, en se construisant sur le long terme, soit se développent, soit se racornissent, soit se fragilisent. Et c'est pour ça qu'on va aller voir ailleurs, qu'on va aller voir peut-être comment les choses se sont passées dans deux endroits du monde particulièrement symptomatiques de cette problématique-là. Alors on va d'abord aller en Colombie, et on est très fiers d'accueillir Carlos Martín Beristain, qui est docteur, qui est psychologue, qui a été associé à de nombreuses processus de justice transitionnelle. Il a été notamment coordinateur du rapport Guatemala Nunca Más, et qui est aujourd'hui membre de la commission Vérité et Réconciliation, de la commission de la vérité, mis en place dans le cadre du processus colombien, donc né de l'accord de la Havane en 2016. Et puis, on accueillera également le professeur Brandon Humbert, qui est professeur en Irlande, qui est titulaire d'une chaire sur la justice transitionnelle et sur la résolution des conflits, et qui a beaucoup travaillé aussi sur cette question-là. Et c'est peut-être la première question que je voudrais vous poser, à l'un et à l'autre, Carlos et Brandon, de nous dire, au fond, aujourd'hui, alors les processus n'ont pas le même âge, hein, 2016, je l'évoquais pour la Colombie avec l'accord de la Havane, 1998 avec l'accord du Vendredi Saint en Irlande. Quel regard aujourd'hui vous pouvez porter sur la construction du processus, et je dirais peut-être quel regard optimiste, qu'est-ce que ça a permis de dépasser comme blocage ou comme difficulté? Ok, bonjour. Egunon danori, ni saiatuko naiz frantsesaz hitz egiten, badator, je viens de la Colombie et de le Mexique. Je m'excuse si mon français n'est pas très très bon, parce qu'il y a beaucoup de temps que je ne parle pas français. Mais je tenterai de faire une réponse constructive d'un point de vue de le processus de la Colombie. Bon, la Colombie a vécu la guerre, le conflit armé plus long de l'Amérique latine. Nous parlons de 60 ans. Non? Il y a de antécédents de situations d'avant le commencement de la conflit armé avec la guérilla, les différents types de guérilla, le gouvernement, l'armée. Alors c'est un conflit très long dans le temps. C'est un conflit dans un pays qui a un processus démocratique, non? Ce n'est pas passé dans le contexte de la dictature de l'Amérique latine, de l'Argentine, de Chili ou de la dictature aussi de Centro-Amérique, de El Salvador, de Guatemala. Alors ça, pour moi, quand je suis allé à Colombie, il y a 24 ans, il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit, bon, comment est-ce que tu vas à la Colombie si ce n'est pas possible de comprendre la violence là? Et nous avons inventé une phrase qu'on dit la violence dans la Colombie, le conflit de la Colombie n'est pas un conflit confus, et un conflit complexe. Il faut passer de la confusion à la complexité. Non? Et même pour comprendre quelles sont les dynamiques, quels sont les impacts aujourd'hui, c'est le travail de la Commission de la vérité. Et vraiment faire ce type de passe entre la confusion et la complexité. Nous avons eu beaucoup de réunions, beaucoup de meetings avec de différentes victimes dans tous les pays comme commission. Et toujours, nous avons écouté de la part des victimes, nous avons besoin d'une vérité qui explique pourquoi. Ce n'est pas seulement une vérité qui raconte les différents cas, un cas, un autre cas, un autre cas, mais un récit qui explique le pourquoi, qui explique qui sont les responsabilités, qui est derrière de ce type de violence, etc. Bon, le processus a commencé le 2016 avec la signature de l'accord de paix, mais il y a une histoire qui est importante, parce que vous avez parlé maintenant de l'importance de la société civile, d'avant aussi dans les différents colloques que nous avons écoutés. Et il a été une signature avant le 2014, mais cet accord de paix était soumis à un plébiscite public pour l'approbation ou pas
de l'accord de paix. Non? Et nous avons vécu le déni le chute de ce processus de paix de 2014 parce qu'il y a eu une discussion sur les questions de l'opposition d'une part politique au processus de paix. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé aussi dans ce que nous parlons du Pays Basque. Comment on fait un processus de paix dans un contexte négatif dans lequel il y a des forces politiques qui ne veulent pas porter en avant une solution politique ou ce type de solution politique. Non? Et bon, on a eu une autre, il y a des modifications de l'accord de paix, il y a une approbation après pour la Cour constitutionnelle le 2016, et nous avons commencé à faire le travail sur le point 5 du processus de paix, qui est le point des victimes. Mais d'avant, je vais parler un peu sur les conditions difficiles, négatives. On a parlé ici de le processus peut-être de la Colombie, à différence du processus que nous avons vécu dans la Centro-Amérique, dans un autre temps du monde. C'est le premier processus qui a été fait dans le contexte du paradigme de la guerre contre le terrorisme. Et alors, il a été, d'un point de vue du gouvernement colombien, pendant beaucoup d'années, un déni de l'existence du conflit armé. Même s'il y a de différents groupes armés, au moins 3 guérillas, de groupes paramilitaires, de l'action de l'armée, etc., il y a été un déni de l'existence de le conflit armé. Alors, ça, c'est un déni aussi d'une marque de reconnaissance des expériences des victimes, qui reste comme une question marginale de la lutte contre le terrorisme, comme ça. Non? Et ça, on passe dans un pays, comme le nôtre, le Pays Basque aussi, dans lequel les processus de polarisation sociale ont un impact très fort. On a parlé ici de le consensus d'avant, non? Avec celui que nous avons écouté, très important. Mais je travaillais avec un jésuite, un père jésuite de El Salvador, le Martín Baró. Martín Baró, c'est un psychologue social qui a été tué dans le massacre des jésuites en 1989. Il disait que dans le contexte de la polarisation sociale, les questions typifiantes substituent les questions de contenu. Une question typifiante est quel est ton côté? Et ça, de quel est ton côté, substitue à ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu dis? Alors, ne discute pas sur ce que tu dis, mais sur l'évaluation que j'ai de ton côté. Alors, ça reste très important. Nous avons écouté un débat avant sur la question des paroles. Ce n'est pas une question simple, mais très importante. Parce que les paroles aussi, ils sont soumis à cette polarisation sociale. Si je parle ici sur la violence terroriste, il y a beaucoup de gens qui me veulent dire, bon, tu parles de la violence d'État. Et si je dis la violence politique, il y a des gens qui disent, ah, tu donnes une légitimité à la violence de l'État. Alors, c'est très difficile d'avoir pas seulement un consensus, mais un processus dans lequel nous pouvons parler sur quelle est la solution. Non? Parce que même le langage est soumis à cette discussion de la polarisation. Ça, c'est aussi dans les cas de la Colombie. D'autres questions qui me semblent très importantes, comment on fait un processus aussi pédagogique avec la population. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est perdu le premier accord de paix dans le cas de la Colombie? Parce qu'il y a une négociation de paix qui est faite avec différents gouvernements de Norvège, Cuba, etc., qui a été fait sans savoir rien avec la société civile dans la Colombie. Et alors, quand on arrive l'accord de paix est ici et la société colombienne est de là. Et alors, une distance très forte qui reste le processus très vulnérable parce que le plébiscite est perdu, parce qu'il y a une campagne politique que l'objectif n'est pas la discussion de l'accord de paix. L'objectif c'est l'objectif déclaré par le chef de campagne de ce parti politique. Il a dit nous ne voulons pas
parler sur le contenu du processus de paix. Ça n'importe pas ce que nous devons faire. Et pour tomber le processus et utiliser la douleur contre la ravie contre le gouvernement. Et toute la campagne politique a été surmontée sur sa perspective. Non? Alors, ça semble, mais je crois que c'est très important de comment est-ce qu'on travaille avec la société pour avoir une perspective positive du processus. Quel est le travail pédagogique comme ça? Bon, la commission, nous sommes partis d'un système. Il y a trois parties de ce système. C'est la commission de la vérité. Nous avons un mandat extrajudiciaire. Non? C'est la justice spéciale pour la paix. Et alors, c'est un tribunal spécial qui, avant lequel on doit aller les membres de l'EFAR, les membres de l'armée qui ont commis des crimes de lèse-humanité. Et il y a une unité de recherche de disparus. Il y a 5000 personnes disparues en Colombie. Il y a 9 millions de victimes. 8 millions de ces victimes sont déplacées internes. Il y a 700 000 mortes par la guerre. Ça, c'est la dimension du conflit. Et c'est un conflit aussi qui a été transpassé aussi par les questions comme les narcotrafics, le déplacement, les problèmes de la terre. Alors, il y a des problèmes structurels très, très, très forts. Et nous travaillons dans un contexte aussi encore. Non? Il faut séparer les armes de la politique. Ça, c'est une question fondamentale. Mais encore, nous travaillons dans un contexte dans lequel il y a une guérilla, l'exercice de la libération nationale. Il y a encore des groupes paramilitaires, néo-paramilitaires liés au narcotrafic. Il y a différents lieux du pays dans lesquels les conditions de travail de la commission, c'est pas bon, non? Il y a de la peur encore, il y a des conditions difficiles, il y a plus de 1000 leaders qui ont été tués après la signature de l'accord de paix. Il y a plus de 200, presque 300 militants, ex-militants du FARC qui ont été tués. Alors les conditions politiques aussi sont difficiles. Dans un gouvernement, maintenant, nous sommes en train de faire ce travail dans un contexte dans lequel le gouvernement n'a pas une attitude positive face à la paix. Ils sont contre le processus. Non? Ils sont contre. Même, alors, il y a une conception de l'accord de paix comme un processus de démobilisation de l'EFARC, mais ne pas un processus de transition et de transformation de l'État. Ça, c'est la conception de la signature de l'accord de paix. Mais ça montre aussi les tensions entre une vision de la démobilisation, ça c'est fini, non? Et une position plus de qu'est-ce qu'on fait avec la douleur, avec la souffrance, avec le récit, et qu'est-ce qu'on peut faire sur les conditions structurelles. La Commission devra finir le rapport à la moitié de la prochaine année, le mois de juin, et nous devons donner une vision générale, un diagnostic, un récit général de la question de la violence, des impacts, des conséquences, des blessures, et aussi une part de la recommandation de qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer ces situations. Et nous travaillons dans un contexte, pour finir aussi, c'est pas facile non seulement pour les conditions de travail, mais aussi pour le déni de certains partis politiques et de l'attitude du gouvernement contre ces processus. Mais ce que nous avons appris dans ces processus, nous, et aussi en travaillant dans le contexte de la Colombie, et aussi en travaillant sur le contexte du Pays Basque, et les choses, on doit faire même quand il n'y a pas de les conditions pour les faire. Seulement, dans ces conditions, on peut faire des choses possibles le lendemain. Nous avons commencé à faire un travail sur la commission de la vérité quelques années avant le processus avec les FARC, avec un réseau de femmes qu'on appelle la Ruta Pacifica, les routes pacifiques de l'Edon. Et nous avons fait ce travail dans un contexte de silence. Non? Et nous avons recueilli 1000 témoignages de femmes qui ont subi de la violence. Et quand on arrive le processus de paix avec les FARC, le gouvernement, nous avons le dossier sur la violence contre les femmes. Et ça, c'était l'exemple positif
pour la table de négociation pour travailler sur la question de la vérité. Non? Trois points pour finir. Non? Un, c'est notre mandat, un mandat de l'éclaircissement de la violence, de la dynamique de la violence, difficile, mais c'est un peu le mandat général d'une commission de la vérité. Quel est le récit? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les responsabilités? Quelles sont les violations des droits humains? Non? Une part. D'autre part, le mandat de la reconnaissance. Alors, la reconnaissance pour nous, c'est très important. Parce que pour les victimes, n'est pas seulement la souffrance, la douleur, avoir subi les violations des droits humains, mais aussi la criminalisation, la culpabilisation des victimes, non? Le déni d'un bon nombre de victimes. Non? Et alors, il y a un processus de dignification très important. Alors, nous avons fait beaucoup de rencontres publiques avec les victimes pour écouter les victimes et pour faire des processus de dignification, du point de vue de la commission. D'autre part, nous avons fait des rencontres privées et rencontres publiques entre les victimes et les responsables. Il y a les personnes qui ont été de ex-FAR, il y a été de ex-paramilitaires, il y a quelques très peu ex-militaires. Non? Nous sommes en train de faire ce processus maintenant pour reconnaître la vérité des victimes d'un point de vue de responsables. N'est pas pour justifier leur action. Ça, c'est un point difficile. Non? Comment est-ce qu'on fait ce processus de reconnaissance de l'autre, de la victime, sans d'expliquer les dynamiques de la violence, sans justifier pourquoi ça a été passé. Ça, c'est un point difficile. Non? Et la dernière question est comment est-ce qu'il y a une reconnaissance pour la société? Nous faisons beaucoup de choses aussi dans ce dialogue social pour la société, parce qu'il y a une question qu'on dit, pendant beaucoup de années, je travaillais dans le Salvador aussi, il y a une femme, une victime qui m'a dit que je lui ai fait une demande pourquoi était important d'avoir une commission de la vérité en El Salvador, même si le résultat était peut-être pas très très bon. Il m'a dit, bon, nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons vécu ce qui s'est passé. Ils, les responsables, ils savent ce qu'ils ont fait. Ce que nous voulons et que la société doit savoir. Non? Et alors, ça, c'est la question de la mémoire, ça, c'est la question de la vérité. Mais nous avons besoin, pour finir avec une leçon que nous avons appris, pendant on a parlé sur la vérité polyédrique, etc. Non? Nous avons besoin d'une mémoire n'est pas défensive. La mémoire n'est pas peut-être une mémoire défensive de leur propre identité. Et la mémoire polyédrique n'est pas une summatoire, on peut dire, non, de les différentes petites pièces, comme s'il n'y existait pas une réalité, comme s'il n'y existait pas de la différence. Il doit avoir un principe de réalité, il doit être basé sur le respect des droits humains. Et que ce que nous avons commencé à faire aussi dans le Pays basque du Sud aussi, dans le travail avec différentes victimes de le franquisme, de l'État, de l'égal, de la torture, il y a le respect par la douleur et la souffrance et les premiers pas pour avoir une reconstruction de cette vivre ensemble. Sans respect pour ces blessures, le même respect pour les différents types de victimes, de situations, n'est pas possible de faire la construction d'une convivence, d'un vivre ensemble après. Merci. Merci beaucoup. Peut-être avant de donner la parole à Amber, je voudrais vraiment souligner ce que vous avez dit, notamment sur la question de la pédagogie. Comme il est extrêmement important de faire passer le processus, de faire que les gens qui n'y seront pas directement associés puissent s'en emparer. Et puis on reviendra sur ce que vous avez dit là, sur j'ai bien aimé la confusion à la complexité, mais on retravaillera un peu sur la manière dont vous avez travaillé dans cette commission. Brandon, est-ce que vous voulez intervenir sur l'Irlande, donc présenter un peu le processus et un peu faire un bilan d'étape aujourd'hui de là où on est intervenu et de ce qu'il a permis d'apporter et éventuellement d'aborder les difficultés. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à parler dans cette table ronde. Je ne vais pas remémorer l'histoire de l'Irlande, ça serait trop difficile et ça prendrait trop de temps. Mais pour vous donner un peu le contexte, parce que je pense que c'est important pour vos réunions et vos rencontres, le cessez-le-feu a eu lieu en 1994 et on a eu l'accord en 1998.
Donc, ça fait 20 ans qu'on a commencé ce processus et ça sera plus de 20 ans dans pas longtemps. C'est un moment intéressant d'être ici et de vous entendre parler de 10 ans de processus. Quand je pensais à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je dirais si on n'avait pas passé 20 ans? Qu'est-ce que se passe-t-il avec le processus de paix en Irlande du Nord? Il y a plusieurs points que j'aimerais mentionner. D'abord, 6 points. 6 points, on peut revenir pour la discussion plus tard. D'abord, je vais me concentrer sur les challenges et sur les défis, mais il faut le mettre dans le contexte d'éléments très positifs qui ont eu lieu. Le plus important, c'est les violences politiques directes ont cessé. Il y a eu une réforme complète de la police en Irlande du Nord et ceci vient des communautés nationalistes catholiques qui ont commencé à avoir confiance dans la police. C'était une confiance qui n'existait pas pendant le conflit, en fait. Et il y a eu des libérations de prisonniers en Irlande du Nord et ces prisonniers ont bien été réinsérés dans la société et il y a eu très peu de répétitions dans la violence. Il y a eu une structure qui a été établie pour l'aide aux victimes. Ce n'est pas complet ou parfait, certes, mais il y a une infrastructure pour l'aide et le soutien aux victimes. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent ensemble. On n'aurait pas imaginé que ces groupes pouvaient travailler ensemble. Les victimes de la violence d'État avec les victimes des paramilitaires. En Colombie, c'est pas pareil le terme utilisé, ce qui s'oppose à l'État, mais en fait la violence commise par l'État. Et en même temps, les politiques ont dit ce matin que le processus basque, c'était du stop and go. Nous avons exactement la même chose en Irlande. Les institutions se sont effondrées. Nous avons traversé des crises, des différences d'opinion. Et je vais revenir là-dessus sur le nouveau challenge de Brexit à polariser effectivement le système politique. Et en fait, la politique en Irlande du Nord actuellement est très fragile. Heureusement, on ne va pas revenir en arrière, on ne reviendra pas au même niveau de violence, mais la polarisation, effectivement, est très intense. La pire que j'ai pu imaginer ou que j'ai pu témoigner depuis 10 ans. Malgré ses succès, malgré ses réussites, c'est une situation fragile. Et si je revenais 10 ans en arrière et je me demandais qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? D'abord, je n'ai pas rencontré Carolina avant, parce que j'ai écrit sur mon papier, nous avons établi, on a eu une paix positive au lieu d'une paix négative. Alors même s'il n'y a plus de violence et même si les partis politiques ont commencé à coopérer, en Irlande du Nord, il y a eu très peu d'efforts pour intégrer l'éducation. 93% des enfants sont éduqués dans des écoles protestantes ou catholiques. La plupart du logement social est très séparé entre les communautés. Les aspects structurels qui divisent les communautés sont encore en place. Rien n'a changé. Même s'il n'y a plus de violence, ces différences structurelles sont encore là. Les paramilitaires se sont transformés, la plupart d'entre eux, mais il y en a qui maintenant sont dans la drogue, dans les activités criminelles d'autres types. Il y a beaucoup de violences contre les jeunes commis par les paramilitaires eux-mêmes parce qu'ils essaient de contrôler les communautés de jeunes. Chaque année, entre 90 ou 100 jeunes sont attaqués de façon très brutale par les militaires. Ils leur tirent dans les genoux. Il y a des comportements antisociaux. Il y a déjà eu cette année 40 jeunes qui ont été blessés par ces groupes paramilitaires. La meilleure manière de décrire cela, c'est que nous avons choisi la coexistence. Le vivre ensemble n'est pas la réconciliation. Les gens parlent de la réconciliation, mais vraiment, les partis politiques se mettent d'accord pour coopérer, travailler ensemble. Mais il y a des opinions politiques bien différentes, mais ils ne veulent pas traiter les questions sous-jacentes. Je dirais, parler de ces questions sous-jacentes, parce que la fragilité vient de là, en partie. Deuxièmement, il est très important de faire attention à la symbolique. Ce que nous avons vu, et ça c'est un paradoxe, le paradoxe est le suivant. Nous nous sommes éloignés de la violence politique, certes, mais les débats sur les questions symboliques sont de plus en plus intenses. Et c'est un paradoxe, parce que je crois que les gens se sentent
en sécurité parce qu'il n'y a pas de violence politique, mais il y a de plus en plus de polarisation. Nous avons vu des différences très spécifiques en Irlande du Nord sur les commémorations, sur les marches qui se produisent, sur les drapeaux. Et en Irlande, ces questions ont toujours été là, les symboles. Et on n'a pas trop regardé là-dedans, mais on a regardé seulement la violence directe, mais on n'a pas vu ces aspects et ces questions symboliques. Numéro 3, tu viens de le dire, les processus de paix sont quelque chose qui se fait c'est de longue haleine, c'est un long processus. D'abord, l'implication de la société civile, beaucoup de fonds européens ont aidé à l'émergence de la puissance de la société civile. On a beaucoup investi dans les politiques aussi. Les politiques qui ont négocié l'accord sont partis en Afrique du Sud, dans d'autres parties du monde. Il y a eu une confiance qui s'est construite à travers leur activité, leur engagement commun. Une fois qu'on a eu le traité de paix, on a dit d'accord, s'ils travaillent ensemble, alors cette confiance va se maintenir, elle va se garder et va se renforcer. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que la confiance s'est effritée avec le temps, parce qu'il y a de nouveaux défis qui ont émergé. Et le message pour moi a été le suivant. Il ne faut seulement pas investir dans la construction de la confiance au niveau de la société civile. Il faut renforcer les relations au niveau politique aussi. Et nous payons maintenant le prix parce que nous ne l'avons pas fait pendant 10 ans. Quatrièmement, il y a des choses inespérées qui se sont produites. Une des raisons pour lesquelles il y a eu ces accords en Irlande du Nord, c'est parce que la frontière n'avait plus de friction. Grâce à l'Union européenne, la frontière, les mouvements étaient complètement libres. Il y avait libre circulation. C'était facile. C'était un des catalyseurs de ce processus de paix. En 1998, personne ne pouvait imaginer que la frontière et la nature de la frontière avec le Brexit allait changer brutalement de la manière dont on l'a aujourd'hui. On n'était pas préparé par rapport à ce changement de caractère de la frontière. Mais cela peut être en lien avec votre situation. Nous avons vu également un autre changement fondamental, les différents niveaux d'intérêt par rapport par exemple, l'État britannique en Irlande du Nord. Tony Blair a beaucoup de problèmes et a commis beaucoup d'erreurs, mais on ne peut pas l'accuser de ne pas avoir été vraiment intéressé et qu'il voulait vraiment résoudre le problème qu'on avait en Irlande du Nord. Il a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et par conséquent, lorsqu'on passe aux successifs gouvernements conservateurs, les conservateurs se sont moins intéressés à l'Irlande du Nord. D'une certaine manière, nous arrivons à l'administration de Boris Johnson. Et même si on lui a dit souvent que lorsque vous allez négocier le Brexit, votre problème le plus gros, ça va être cette petite frontière en Irlande du Nord. Et il a ignoré ces problèmes. Et je ne crois pas qu'à un certain niveau, nous puissions vraiment le comprendre. C'est un désintérêt croissant. On peut le voir du point de vue politique. Il y a d'autres questions, mais il y a un peu de désintérêt. Ils ne sont pas préoccupés par cette situation. Le paradoxe intéressant là-dessus, c'est que malgré le fait qu'il y a eu beaucoup d'unionistes qui voulaient rester dans la Grande-Bretagne, ont voté pour le Brexit, beaucoup de ces gens maintenant sont très très malheureux parce qu'ils n'aiment pas du tout l'accord qui a été négocié avec le Brexit. Alors cela ne mine pas la confiance avec la communauté séparatiste, mais avec les unionistes. Les unionistes se sentent fragiles. Je pourrais vous parler des détails, mais ce sont des questions techniques. Mais le message ici, c'est qu'il y a des choses inespérées qui se sont produites le long de ce chemin et on n'était pas préparé. Numéro 5, vous l'avez déjà cité à plusieurs reprises, nous devons traiter le passé, aborder le passé. Il n'y a pas un mécanisme qui englobe tout ce passé de l'Irlande. Il y a eu beaucoup de récits, de storytelling, d'engagement de la société civile, de dialogue, certes, mais au niveau politique, nous n'avons pas réussi à avoir un accord. Nous mettre d'accord comment aborder la justice, la réparation et la mémoire. Et depuis 20 ans, nous avons changé du point de vue politique. Il y a eu des dérives. Il n'y a pas eu vraiment un engagement pour pouvoir adresser le passé, traiter le passé. Le gouvernement britannique a proposé un statut de limitation. C'est quoi? C'est une amnistie 20 ans après l'accord.
pour les paramilitaires et pour l'État. Ce qui est intéressant dans cette proposition, c'est que c'est une des seules questions qui a uni tous les partis politiques de l'Irlande du Nord. Tous les partis étaient d'accord pour l'amnistie. Cela ne veut pas dire qu'individuellement, ils aiment les amnisties par rapport à leur public et à leurs électeurs. Mais nous avons vu qu'il y a eu une proposition unilatérale de la part de l'État britannique pour pouvoir traiter le passé, même s'il y a eu différentes négociations. Et il y a eu des projets de documents, des projets de loi et des différentes propositions. On est là 20 ans après et nous avons une proposition unilatérale sur l'amnistie. Et cela a réuni les partis politiques. Bon, s'il y a des questions, je pourrais vous donner des détails si vous voulez entrer dans la technicité de ces derniers développements. Vous l'avez évoqué aussi, le temps passe très vite. Hier soir, j'ai dîné avec quelqu'un qui me disait « Mais quels sont les problèmes des anciens détenus, les anciens prisonniers ?» Alors, ces anciens détenus ont intégré des partis politiques. Et ils se débrouillent bien, ils font partie du processus politique, mais pour ces prisonniers, pour chacun de ces prisonniers, il y en a un autre qui ne participe pas à la politique, sont marginalisés, ils disparaissent complètement, ils se défendent dans la société et il y a beaucoup de victimes qui les rencontrent. Nous avons négocié l'accord en 1998. Il y a eu des questions comme par exemple les prisonniers et les victimes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire du point de vue économique? Il y a des programmes européens pour les aider, pour intégrer les gens dans l'éducation, à travers la création d'emplois. 20 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens? La plupart de ces gens-là sont retraités. Ils ont atteint l'âge de la retraite, ils ont vieilli, ils ont besoin d'un service social, de prestations sociales. Il ne s'agit plus de faire une intervention active pour les réinsérer dans la société du travail. Il y a eu des milliers de victimes aussi. Mais entre 8 000 et 15 000 personnes blessées dans ce conflit. Comment on s'occupe de ces victimes? Parce qu'elles vieillissent aussi. Dans une société qui a fait des coupes sur la sécurité sociale, sur les prestations sociales. Et 20 ans plus tard, ces problèmes ont changé dans leur nature. Et de la même manière, on pourrait dire la même chose pour les jeunes. Si tu es né en 88, maintenant tu as 22 ans, et voilà les étudiants de ma classe. Et ils n'ont pas une mémoire active, absolument pas. Ils ne se rappellent pas le passé. Mais ce qui fait peur, c'est que nos enquêtes sociales n'indiquent pas que leurs attitudes sont différentes de celles de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils portent le sac à dos du passé. Ils le portent sur leurs épaules, mais ils n'ont pas souffert de la violence, ils n'ont pas vécu la violence du passé. Donc c'est une question critique et sensible. Comment engager les jeunes dans un processus de paix 20 ans plus tard, où nous aurions dû les engager beaucoup plus tôt? Depuis 20 ans, on aurait dû le faire. Du côté positif, maintenant, ces jeunes ont apporté de nouvelles questions à la table. Le changement climatique, les questions LGBTQI. Et il y a un nouvel agenda pour ces jeunes. Et ceci évolue et change et modifie la nature de la société, et tout cela dans le positif. Mais je pense que tout cela explique pourquoi il faut continuer à s'engager auprès des jeunes. Voilà mes 6 enseignements, si vous voulez. Et si je devais résumer, je dirais que on aurait dû avancer plus il y a 10 ans. Il faut revoir un petit peu la situation où nous sommes. On a perdu du temps. On a signé un accord en 1998, mais il faut réviser ça. Il faut relire cela. C'est comme si on était une entreprise. Il faut revoir notre plan stratégique. Quelle est notre vision stratégique aujourd'hui? On pensait que ça allait glisser doucement le long d'un rail prédéterminé, mais je pense qu'il y a des éléments difficiles et différents qui sont produits si nous avons le temps et l'énergie, parce que je sais que les gens sont fatigués. Et ils le disent. Parce qu'il y a une révision à faire tous les 10 ans de ces plans, parce qu'il faut apprendre quelque chose de l'Irlande. C'est qu'en fait, on aurait dû le faire il y a un moment. Merci beaucoup, Brandon, pour ces remarques. Et je trouve très intéressant cette idée des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux événements qui se passent, et parallèlement à ça, cette espèce d'héritage de la violence que portent les jeunes. L'importance aussi sur les questions sociales que vous avez évoquées. Alors, on reviendra peut-être sur
la question de la frontière du Brexit et la question de l'amnistie, avec la possibilité d'une création d'une commission de la vérité. Tony Blair s'est prononcé, je crois, en sa faveur. Mais je voudrais revenir avec Carlos à la Colombie. Quels ont été, au fond, concrètement, vous avez évoqué les points que vous avez développés dans l'attitude vis-à-vis des personnes qui vous ont parlé devant la commission de la vérité, vous avez parlé de la dignification, vous avez parlé... qu'est-ce qu'elles vous ont dit, les victimes? Si vous aviez à résumer peut-être les principaux apports de ces auditions, et aujourd'hui, concrètement, en 2021-2022, quelle va être la prochaine étape du processus pour vous en Colombie? Alors, ça va? OK. Non, les victimes ont, en général, parce qu'il y a beaucoup de victimes à différentes attitudes aussi, il n'y a pas c'est pas bon avoir une vision unique de ce que pensent les victimes. Pour les victimes, la vérité est très, très importante. Pour nous, la possibilité de donner le témoignage, d'avoir un processus de reconnaissance est très forte. Alors, et ça, c'est pour toutes les victimes. Ça, c'est les victimes de l'enlèvement de les FARC, mais aussi de les victimes de le massacre de paramilitaires. Et alors, mettre ensemble, dans un contexte de reconnaissance d'examen critique de ce qui s'est passé et de reconnaissance de la dignité des victimes, de tous ces points différents, c'est très important pour eux. Mais les victimes demandent aussi d'avoir parce que le processus colombien, il y a un processus fragmentaire. Il y a eu une loi sur les victimes avant de parler sur la vérité. Il y a un centre national de la mémoire historique avant de travailler sur une commission de la vérité. Non? Alors tous ces processus, ils ont fait de forme fragmentaire et c'est une demande d'avoir une stratégie unique pour affronter ce type de situation. Et la demande plus forte est la finalisation du conflit armé, parce que nous sommes encore travaillant dans un contexte dans lequel la violence est dans différentes parts du pays, est liée aussi au thème du narcotrafic, mais aussi de la situation économique, de la terre, etc. Alors, la résolution du conflit passe aussi parce que dans l'accord d'IP, nommé comme le développement rural. On doit avoir un développement rural pour avoir des conditions différentes dans les territoires, non? Dans lesquels n'est pas l'État là, non? Mais ils ont besoin de conditions pour vivre. Non? Alors ça, c'est une demande très forte d'avoir aussi un changement économique et politique dans les pays. Et il y a une demande aussi d'avoir un changement de l'inclusion politique, parce que ce que nous avons vécu le mois passé, le mois de mai, de juin, etc., avec la criminalisation de la proteste sociale dans les rues, c'est l'application aujourd'hui des principes de l'ennemi interne, avec le discours des vandales, l'infiltration de la guérilla, de la protestation sociale, etc., de la mobilisation. C'est la criminalisation de la proteste sociale et l'estigmatisation de l'autre. Ils ont des changements culturels et politiques qui doivent être dans les centres de processus maintenant. Les gens aspectent, la question maintenant est que si bien difficile de sortir d'un conflit armé de 60 ans, ce processus de transition, il sera plus long dans le temps. Parce que nous avons passé 4 ans dans un gouvernement qui n'a pas eu la volonté de porter avant le processus. Et les prochaines années, il y aura des élections, il y aura peut-être, nous espérons tout d'avoir différentes conditions politiques pour pousser. S'il y a une espérance aussi dans les questions de la Colombie très forte, et que en comparaison avec des autres conflits, par exemple le Guatemala, non? Dans les conflits armés, le tissu social est resté fini. Non? Chaque fois que dans le Guatemala, les gens ont tenté de porter avant un processus, a été tué. Et le silence et la peur, c'était vraiment effrayant. Dans la Colombie, il y a une tissu social encore très vivant, qui est très forte, qui fait de la mobilisation. Il y a dans les pires conditions de la guerre, il a été de petits groupes de droits humains, de religieuses, etc., qui ont fait un travail vraiment
très forte, de soutien des victimes, de la documentation des cas, etc. Et ça, c'est une tissu très forte. Ça, c'est la base de la reconstruction de la convivence, ça tissu. Alors, il faut cette participation sociale, c'est très important. Mais ce que nous avons appris aussi, ne pas seulement de la Colombie, mais c'est aussi qu'on doit voir ces questions, ne pas seulement dans les temps, mais comme processus. Quelles sont les conditions de le processus? Il faut voir comment on peut protéger le processus. Parce que dans le contexte de la polarisation sociale, dans le contexte d'une guerre, il y a très bonnes idées qui sont subies dans les, je ne sais pas, bastidores, je ne sais pas comment on dit en français, non? Qui finissent écrasées. Alors, il faut protéger. Dans les questions de l'AIT, la participation internationale est une forme de protéger le processus pour pouvoir caminer, mais aussi pour mettre ces différentes capacités de travailler avec les autres. Sur la question de la vérité est très, très important pour se mettre d'accord au moins ce qui s'est passé, les événements. Il faut séparer deux choses. La reconnaissance de ce qui s'est passé, la reconnaissance des victimes, de la dignité de toutes les victimes, et l'analyse des mécanismes qui ont fait possible les conflits. Ce sont deux choses différentes. Il faut se mettre d'accord dans les premières avant de pouvoir parler sur les secondes. Très bien. Peut-être juste une petite question supplémentaire sur cette commission. Je crois que vous avez accordé, on a participé la semaine dernière à un colloque franco-colombien sur cette question. Vous avez accordé une importance particulière à la question du genre, à la question des autochtones, la question de certaines catégories sociales qui avaient été particulièrement victimes dans le processus colombien ou dans la commission. Bon, il y a le conflit armé a affecté à toutes les populations, mais la plupart, la victime plus grande de ces conflits, c'est les paysans. Ils sont les paysans. Maintenant, ils sont les communautés indigènes, ils sont les communautés afro-colombiennes. Mais par exemple, les victimes de l'EFARC, surtout, par exemple, sur les enlèvements, puisqu'on était la plupart des impresaires, de personnes d'autres classes sociales. Ça, c'est la question centrale. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une mémoire, d'une vérité, qui mettent ensemble ce type de différence de victimes. Doit être l'espace pour l'impresaire qui a été enlevé par les FARC, doit être l'espace pour les victimes, les paysans qui ont été tués pour le paramilitaire ou pour l'armée, doit être le lieu pour les victimes de ce qu'on parle en Colombie de fausses positives, de personnes qui ont été tuées pour rendre de compte pour les militaires sans être part de la guérilla, etc. Alors, tous ces différentes mémoires qui sont tout à fait différents, peut-être contradictoires, doivent avoir un espace dans le travail de la commission et dans le rapport de la commission. Peut-être il y aura quelqu'un qui veut seulement voir qu'est-ce que nous disons sur les FARC. Il va voir qu'est-ce que nous disons sur les FARC, sur les enlèvements, etc. Et peut-être qu'il y a des autres qui veulent seulement savoir qu'est-ce que nous disons sur la torture de les forces armées. Et peut seulement voir ça. Nous devons mettre ensemble tout. Et nous devons ne pas seulement mettre ensemble tout, mais aussi faire une demande de la dignification de tout, sur ce respect, et expliquer pourquoi ça s'est passé, quelles sont les conditions, ne pas seulement de la responsabilité de différents groupes, mais aussi quels sont les facteurs structurels, ce qu'il faut changer. Parce que Colombie, il a vécu peut-être 5 processus de paix différents dans les 80, avec l'Union patriotique. C'est un parti politique qui a été tué, c'est un cas de génocide de ces groupes, d'exterminer. C'est une tentative d'avoir un espace politique pour les gauches, avec les FARC de cette année, et ils sont été tués. Après est venue la constitution del 81, c'est la démobilisation de l'M19, EPL, partent de l'ELN, etc. Et encore renforcer la violence. Après, c'est le processus del Carouan, c'est un autre processus qui a été vécu dans le 98. Après, le processus avec les paramilitaires, le 2006. Et tout ça, si nous avons eu une solution le 80, nous avons
une situation dans laquelle il n'y a pas 9 millions de victimes dans la Colombie. Ça s'est passé aussi dans le Pays Basque. Nous avons vécu un processus en 1998, oui. Nous avons vécu un autre processus en 2006, oui. Et nous avons vécu un autre processus de qui nous en parlons maintenant. Alors, il faut se mettre à travailler, il faut avoir une perspective, il faut protéger le processus, il faut mettre sur place la question de la vérité. Je crois que c'est, dans notre pays aussi, c'est encore un point de vue très important. Et le processus de la reconnaissance des victimes, de travail avec les nouvelles générations aussi, il y a un chemin que je crois qu'il y a beaucoup de références et beaucoup de choses qu'on doit faire encore dans ce contexte maintenant. Merci beaucoup. Brandon, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette proposition du gouvernement de Boris Johnson de proposer une loi d'amnistie, de clore après 20 ans, puisque vous avez indiqué qu'elle fait effectivement polémique, et parallèlement d'ailleurs l'idée de mettre en place une commission, je crois que les conservateurs en avaient parlé, une idée qui avait été reprise par Tony Blair en mai, une sorte de commission vérité, un peu sur le modèle sud-africain en Irlande. Est-ce que ça vous paraît être une bonne solution? Merci. La question de la commission de vérité en Irlande du Nord a toujours été polémique depuis différents points de vue. Voilà. Et alors, on essaye de s'éloigner de cette solution. Mais ça ne veut pas dire que certaines des propositions ne contenaient pas des éléments d'une commission de vérité. Alors, peut-être la proposition la plus intéressante sur la table a été négociée en 2004 à travers the Stormont House Agreement. Cet accord-là. Et cet accord de Stormont House avait une composante de narrative. Les victimes venaient raconter leurs histoires. Et aussi, il y avait une composante de recherche où des cas étaient réétudiés, recherchés. Et s'il y avait des évidences suffisantes, peut-être les cas passaient devant un tribunal. Il y avait une troisième composante qui se focalisait pour essayer d'aider les victimes pour qu'elles puissent trouver des réponses. Et par exemple, il y a eu des personnes enlevées qui sont disparues, moins qu'en Colombie, 14 familles ont travaillé avec des intermédiaires parce que toutes ces personnes avaient été kidnappées par le IRA. Et voilà. Et alors, il s'agissait d'essayer de retrouver des informations. Et il s'agissait de travailler avec différents groupes de manière à pouvoir donner des réponses à des questions. Par exemple, un policier avait été tué, mais il est resté pendant 2 jours là dans la campagne avant de récupérer le corps. Et les familles se disaient, mais pourquoi 2 journées comme ça? Il s'agissait de savoir pourquoi. Ils avaient peur, si peut-être qu'il y avait... ils voulaient connaître pourquoi. Peut-être parce qu'ils avaient peur qu'il y aurait d'autres bombes et qu'ils avaient peur que la bombe allait exploser et tuer encore d'autres personnes. Alors, c'est important de répondre aux questions. Et la 4e composante était d'essayer de promouvoir la réconciliation et de aussi... trouver cette reconnaissance de la part peut-être des partis politiques, s'il était capable de reconnaître les erreurs. Alors, 4 composantes. Ce n'était pas une commission de vérité, on ne l'appelait pas comme ça, mais en fait, la vérité, c'est que oui, c'était une commission de la vérité. Moi, je ne dirais jamais ça en Irlande, parce que là, ils n'ont jamais voulu l'appeler commission vérité. Mais c'est vrai que c'était comme ça. Le processus d'amnistie maintenant. C'est vrai qu'il y avait une composante judiciaire qui devait être mise à l'écart. Là, il s'agissait de se concentrer sur les narratives, répondre à des questions, encore une fois. Et comment le gouvernement britannique l'a fait? Ils ont dit, nous pensons que ceci peut nous mener à la réconciliation. Et
étant donné qu'il y avait eu très peu de cas qui étaient passés devant les tribunaux. Et c'est vrai, dans les 5 dernières années, il y a eu 9 cas, mais seulement l'un est passé devant le juge et devant le tribunal, et ça a été assez rare, comme je vous disais. Mais il y a tout un processus pour continuer à rechercher les raisons de tout ce qui est arrivé. Il y a des milliers de plaintes individuelles, mais ce que le gouvernement britannique a dit, c'est vrai que nous devrions tout simplement laisser cette partie, la partie judiciaire, de côté. Bon, et c'est là qu'ils ont commencé à parler d'amnistie. Le problème est que, essentiellement, ils ont commencé à parler de la protection des anciens soldats britanniques. Et pour beaucoup des familles et des victimes de l'État, ils considéraient tout cela d'une manière très négative. Mais également, ce qu'ils ont fait est qu'ils ont aussi proposé une amnistie pour les paramilitaires. Alors, il y a certains des soldats de l'État qui disent « Mais maintenant, vous me mettez dans une base égale avec les paramilitaires. Et on ne veut pas ça. » Alors, mon opinion est la suivante. Je crois que même si la perspective de justice est faible, pour moi, il faut continuer, il faut persévérer, même si les perspectives sont faibles. Pour beaucoup de victimes, bon, Carlos, lui, il est psychologue, mais moi, je crois que c'est très important de se dire, si on veut obtenir la justice, on finira par réussir. Et ça, c'est aussi essentiel pour les victimes. Même si les chances sont petites, c'est sûr que c'est important pour les victimes qu'ils voient que même si les chances sont petites, on continue. Et voilà. Je crois que si tous les partis politiques s'assoient avec le gouvernement irlandais, le gouvernement britannique et s'ils disaient « Voilà notre proposition », je crois que ce serait quelque chose de bien accepté. C'est extrêmement intéressant de voir la dimension presque symbolique de tout ça. Il y a 4 structures qui font globalement le travail d'une commission vérité, mais la création d'une commission vérité, c'est quand même symboliquement très important, et notamment par rapport à l'exemple sud-africain. Et tout ce que vous dites sur les victimes, au fond, elles savent très bien qu'elles ont très peu de chances d'obtenir satisfaction sur la vérité ou sur le jugement, mais la possibilité de pouvoir le faire est quelque chose de très important. Il y a vraiment des aspects très très importants dans la psychologie, dans l'approche des choses, et la présence de psychologues est de ce point de vue-là fondamentale. Alors, le temps passe, et il n'y a pas que le temps des processus de paix qui passe, il y a aussi le temps des débats. C'est le temps de conclure. Alors, je vais peut-être vous donner la parole à l'un et à l'autre, peut-être pour une conclusion de 2 à 3 minutes chacun, sur ce que vous avez envie de nous dire, au fond. Voilà. Carlos. Merci beaucoup. Bon, mon conclusion est que nous avons beaucoup de connaissances de ce qu'on peut faire. Et même s'il y a des conditions négatives, nous travaillons aussi dans les différents pays dans les conditions négatives. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, que ces processus qu'on a fait ici, ces processus de mettre ensemble de différentes visions politiques, de mettre ensemble la reconstitution de la confiance et de la convivence, c'est très important. Je vais finir avec un petit exemple pour continuer avec ces processus, parce que nous avons fait un travail entre le Guatemala et la Colombie. Bon. Et dans la Colombie, ils m'ont dit, bon, c'est bon d'avoir l'expérience de Guatemala que tu as travaillé dans les rapports Guatemala nunca más, ne veut jamais, etc. Bon, alors, je parlais avec des gens de la Guatemala. Ils sont venus dans une rencontre dans la Colombie, et j'ai mis ensemble les communautés, et je m'ai oublié de ça. Et après, je suis allé voir les gens de la Colombie. Ils m'ont dit, Carlos, c'est vraiment très important de connaître l'expérience de la Guatemala, parce que nous, ici, nous ne faisons déjà rien, mais l'expérience de Guatemala nous a donné une force très, très importante pour faire des choses. Et après, je suis allé à Guatemala, non? Et je suis allé là parler avec les personnes. Ils m'ont dit, Carlos, vraiment, les rencontres, c'est très, très, très bon. Parce que nous, ici, en Guatemala, nous ne faisons rien déjà, non? Mais nous avons vécu que ce qu'ils font en Colombie, c'est incroyable. Alors, c'est l'exemple de comme si tu mettre ensemble deux
impuissance, il naît une force, ne pas une dépression, non, mais une force quand les gens on garde dans le miroir d'un autre comme toi qui est en train de faire les mêmes choses comme ça que nous faisons. Merci. Merci. Brendan. Merci. Oui, peut-être 2 commentaires. Oui, moi aussi, nous avons dû faire face à beaucoup de défis, mais du point de vue positif, il y a beaucoup d'enquêtes sociales qui ont été menées à bien en Irlande déjà depuis 20 ans. Oui. Et on pose des questions comme par exemple, pensez-vous que les relations entre les catholiques et les protestants se sont-elles améliorées dans les 5 dernières années, par exemple? Et il y a 2 choses très intéressantes dans ces enquêtes. Tout d'abord, les attitudes ont changé, on nous dit, mais elles ont changé beaucoup plus lentement que prévu. Alors si on regarde les graphiques, on les voit comme ça avance lentement, lentement, lentement. Il y a une petite amélioration. Et nous tous, nous sommes très idéalistes et on s'attend à que la progression soit très rapide, mais ce n'est pas le cas. Mais un autre élément intéressant des enquêtes est qu'il y a des pics, il y a des hauts et des bas. Alors, par exemple, quand on a signé l'accord de Vendredi Saint et on demandait à Jean, est-ce que les relations se sont améliorées dans les 5 dernières années? Alors, il y avait un pic et ensuite, ça redescendait. Et ensuite, on a reposé la question après l'Assemblée de l'année 2007 et encore un autre pic et encore une rechute. Alors, évidemment, en termes de la réalité, j'ai parlé de la séparation, de la ségrégation. C'est sûr que les choses ne vont pas changer de manière dramatique, mais l'intéressant est de voir ce qui arrive du point de vue politique a une influence sur les gens. Alors c'est comme si aujourd'hui on dirait que les choses se sont améliorées. Le niveau politique est très important au moment de développer, de donner une impulsion. Et je ne sais pas si ça s'applique à toutes les sociétés, mais l'Irlande du Nord, comme le Pays Basque, est une société de petite taille et je crois que ça fait une différence. C'est important. Alors, ça, c'est ma première conclusion. Et la deuxième, liée à ce que Carlos nous disait, est l'importance de la confiance. Oui. C'est un processus de paix, on l'appelle comme ça, et c'est aussi un processus. Et peut-être nous n'aimons pas l'idée que ces processus puissent continuer pendant 20, 30 ou 40 années, mais on peut nécessiter 20 ou 30 années pour arriver à une situation. Et alors, penser qu'on va pouvoir finir en 10 ou 20 ans, parfois c'est un petit peu ingénu et naïf. Alors, comme est déjà dit, je crois que, voilà, il faut créer et générer cette confiance. Au niveau de la communauté, oui, mais ensuite, il faut continuer au niveau politique. Parfois, on avait du succès au niveau politique et non pas au niveau de la société. Parfois, c'était à l'envers. Non, je crois que le défi est de savoir comment créer cette confiance en même temps, aux deux Merci niveaux. beaucoup pour ces 2 interventions. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de conclure sur ça, sur la dimension un peu psychologique, sur la nécessité d'avoir des sortes de stimulation dans les processus qui permettent de relancer. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'à IET, ça avait été une révolution interrompue, mais je dirais surtout que c'est une révolution pour conclure en devenir, et qu'il y a plein d'espoir, il y a plein de possibilités, il y a plein d'exemples, et peut-être un exemple sur lequel on pourrait réfléchir, c'est l'exemple de la commission qui a été mise en place par l'Église catholique, qui a réussi à rendre un rapport extraordinaire, sans l'aide de l'État, sans l'aide de l'administration, sans vraiment l'aide de l'Église, qui a démontré que plus de 300 000 enfants avaient été abusés, qui propose des réparations. Ça montre qu'au fond, même si l'État ne veut pas le faire, la société civile peut mettre en place ce genre de commission, et ça peut peut-être être une suggestion pour l'avenir. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.